l'Algérie ne veut pas en parler, finalement, les compagnies étrangères, comme vous l'avez justement dit, sont présentes en Algérie, et donc elles en parlent parce qu'elles sont obligées, dans leur bilan, d'afficher, en quelque sorte, les investissements qu'elles font et les réserves sur lesquelles elles travaillent. Donc si l'Algérie ne veut pas en parler, c'est pas grave, il y a des données déjà là-dessus. En revanche, les banques étrangères qui accueillent les avoirs algériens sont obligées de dire qu'elles ont des avoirs algériens. Et je trouve que c'est quand même surprenant, enfin, cette idée qu'on me dise comme cela, oui, il y a 200 milliards à l'étranger en avoirs, mais pas plus. Pas plus sur ces avoirs. Enfin, ça me paraît... je vous rappelle que les quelques pays qui ont fait cela, la Libye de Kadhafi avait 160 milliards à l'étranger. Il a fallu attendre la fin de Kadhafi pour que les banques soient quasiment obligées de dire où était l'argent. Et c'est comme cela qu'on a appris qu'il y avait 17 milliards par-ci, 25 milliards par-là, 30 milliards par ceci. Avant ça, les Libyens savaient qu'il y avait 160 milliards. Mais vous n'avez pas plus d'informations là-dessus. Et moi, ça me paraît quand même des points aussi importants à mettre en avant. Voilà, par rapport à l'arrivée du Maroc dans... Ah oui, excusez-moi. Oui. Alors, l'arrivée du Maroc, c'est pas que le Maroc, pour l'instant, ne fait que remplacer le vide que la Libye a laissé. Je ne crois pas que c'est le recul, pour l'instant, de l'Algérie, parce que c'est... mais la Libye a laissé un très grand vide dans le Sahel. La Libye était un partenaire très important des pays du Sahel. Et il est clair que dans la situation de la Libye actuelle, il n'y a plus de politique africaine. Or, le Maroc, et ça c'est vraiment à mettre en avant de la politique étrangère marocaine, le Maroc etc. Et là, il y a quelque chose qui, je pense, disons, relève d'une vraie stratégie de développement dans un environnement, et vous avez raison de le souligner, régional et géopolitique et pas que sécuritaire, et le Maroc a sur le plan culturel, a des liens importants historiques avec une partie de cette région, et on sent qu'il y a du point de vue du Maroc une vision stratégique un peu à développer, et qui se fait dans un contexte qui lui est pour l'instant favorable. Dans les années 70, le contexte était favorable à l'Algérie. Dans les années 2010, on sent que le Maroc a peut-être plus d'atouts dans un champ économique où on considère que les compétences financières, les services dans différents domaines font que le Maroc aujourd'hui a quand même une sacrée avance en matière d'investissement éducatif par rapport à l'Algérie. L'Algérie a une population alphabétisée. Le Maroc, depuis 15 à 20 ans, a fait des investissements dans la formation et l'éducation qui montrent clairement qu'il y a vraiment une vraie politique là-dessus. On le voit dans ces écoles privées de gouvernance, ces universités privées, ces écoles de commerce. Enfin, et tout cela, quand même, montre qu'il y a une volonté d'avoir une stratégie de développement là-dessus. Donc on va faire un autre tour de table. Puisqu'on ne peut pas faire le on va tour de table, faire dans l'autre sens. il penche à droite. Il penche à droite. Et après, c'est un autre côté. Il est clairement à droite. Soyez bref, s'il vous plaît, par rapport à des questions. Bonjour monsieur, je m'appelle Mathieu Drogba, je suis chercheur au CNRS. Je voulais vous demander, vous avez parlé de l'armée algérienne comme une armée compétente, par exemple. Quel est l'intérêt de l'armée algérienne de laisser en place un système politique aussi archaïque? C'est ça que je ne comprends pas. C'est une bonne question. Je réponds dessus? Non, c'est un tour là. Nordin Abdi, chercheur. Oui, ma question c'est, vous avez parlé de la politique de l'environnement de l'Algérie en matière de sécurité. Est-ce qu'on peut parler de principes, des principes de cette politique de façon générale, à commencer par exemple l'idée que l'Algérie pratique un certain isolationnisme? Bonjour, Asminaten. Algérien et marocain. Il y a la fermeture des frontières, mais à entretenir la question maghrébine qui a été fondamentale, notamment dans la naissance du nationalisme. Par exemple, si on remonte un petit peu historiquement, le tourneur africain, c'était... Avant, déjà, il y avait ce désir maghrébin
Donc est-ce que c'est pas fait en quelque sorte aux dépens des populations pour servir entre autres Paris? Expliquez-moi, comme ça je vais pas dire. Oui, en principe, tous ces pouvoirs sont fondés généralement, par exemple, le pouvoir algérien, c'est la légitimité historique. Donc, ce qui a constitué quelque chose qui a été un socle dans la nationalisme algérien, c'était le projet nord-africain. L'étoile nord-africaine, à l'époque en 26, c'était pas un mot vain, en fait. Donc, actuellement, quand on entretient ce conflit, finalement, c'est fait aux dépens des populations. Le grand gagnant, finalement, c'est notre puissance. Autrement dit, c'est pour dire, il y a politiquement peut-être, d'une manière ou d'une autre, mais c'est très subtil, on n'est pas encore indépendant. Je veux dire, nos dirigeants des pays respectifs travaillent pour, malheureusement, pour d'autres puissances. Alors, je voudrais revenir sur deux questions qui ont été posées. C'est la question de doctrine politique étrangère, en laquelle vous n'avez pas répondu, et le principe de la sécurité. Est-ce qu'il y a une doctrine de sécurité régionale de l'Algérie? Et depuis que vous avez commencé votre exposé, on a l'impression que vous balancez entre l'idée ma perception, l'idée qu'il existerait une doctrine de sécurité extérieure, et en même temps, on a l'impression que les autorités algériennes sont comme un coucou, elles se nourrissent de tout, dans tout ce que vous avez décrit. Le 11 septembre arrive, c'est une aubaine, le prix du pétrole flambe, c'est une aubaine, et puis l'intervention en Libye, on pourrait très bien imaginer, d'ailleurs, on a l'actuel ministre des Affaires étrangères qui a été commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, et il me semble que justement la transformation de l'OMUA à l'Union africaine, c'était notamment et principalement pour empêcher que l'Afrique devienne un terrain d'intervention étrangère, et la création du commissariat à la tête du poste le Conseil de paix et de sécurité, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, de paix et de sécurité, c'était pour prévenir de telles interventions et que pour les Africains fassent le ménage chez eux en interne. Et justement, on a l'impression que l'Algérie, qui a trusté ce poste-là, a été incapable d'actionner le levier africain. Donc finalement, on se demande s'il y a une politique étrangère et si tous les investissements qui sont faits en termes d'appareils sont utiles, ou s'il y a, en d'autres mots, s'il y a une stratégie. On a vraiment l'impression soit qu'ils réagissent, soit qu'ils font des coups. Et donc ils s'installent dans une routine et ils essayent de tirer avantage d'une occasion qui se présente à eux, et ensuite de construire quelque chose sur cette occasion, mais jamais d'avoir une politique préétablie à l'avance. Donc on va prendre juste une dernière question, on va donner la parole à monsieur qui avait levé la main tout à l'heure. En fait, j'ai 3 questions qui vont être très courtes. Donc 2 qui se combinent et une séparée. En fait, de votre exposé, il y a un schéma qui est sorti donc, dans la gestion des problèmes. Donc on a un problème, on ne veut pas le gérer, après on ne veut pas le régler, après pour faire on fait en sorte qu'il dégénère, ensuite par clientélisme on fait un deal, et on acquiert tous les bénéfices et l'expertise avec. C'est très juste. Une bonne synthèse. Est-ce que ce schéma s'applique sur les mouvements de protestation actuels? Pourquoi je pose cette question? Parce que je vois que comme les groupes armés qui pilulaient du jour au lendemain, c'est le cas aussi pour les mouvements de protestation. De cette question, encore une deuxième. Si ce schéma est appliqué, donc c'est sur les groupes armés et sur les mouvements de protestation, pourquoi le régime algérien ne l'applique pas dans la région du Mzab, donc à Gardaïa, pour gérer un peu le conflit ethnique, confessionnel qui est en train de partir dans tous les sens? Troisième question, donc un peu séparée, c'est après la visite de Jean Kerry, donc toute récente. Est-ce que la guerre des clans, donc du DRS contre l'état-major, donc entre le DRS et l'état-major, est-ce qu'elle va cesser, ou est-ce que la volonté que l'état-major prenne le dessus sur le DRS va être maintenue? Ceci sachant que le DRS semble arranger les États-Unis
et que l'état-major semble arranger les Français. Voilà, merci. Donc on va laisser M. Luis Martinez répondre à la question et après on fera un autre tour de table. Merci beaucoup pour vos questions et vos commentaires. Et je tiens à m'excuser de vous avoir appelé de nous. Un système politique, son intérêt, c'est qu'il y ait une cohésion nationale, qu'il y ait suffisamment je dirais, de gestion politique efficace pour lui permettre, à elle, s'occuper de ses intérêts, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ces intérêts, ils peuvent être économiques. Les armées ont des poids économiques considérables, et pas seulement dans les pays comme l'Algérie. Dans des siècles, en France, l'armée avait un poids considérable, dans beaucoup de pays d'Amérique latine également. Donc, l'intérêt d'une armée, c'est cela. Je vais vous donner, disons, sans trahir quoi que ce soit, un échange que j'avais eu avec le feu général Sanhaji, donc lorsqu'il était attaché de défense à Paris, un dialogue, et puis son propos, c'était de dire on est déçu par le FLN. Pourquoi le FLN n'est pas capable de gérer les affaires politiques de façon performante, efficace? Et son modèle, c'était le PRI mexicain, le parti politique mexicain qui, de 1920 à 1990, a géré le Mexique, le parti révolutionnaire institutionnel. Il disait, ça c'est un vrai parti politique, il est capable de... Bon, il truque les élections, c'est vrai, le PRI, dans les années 60. Mais il est efficace, il reste vivant, il se régénère. Le FLN a sombré dans quelque chose qui fait qu'il a disparu de la société algérienne. Et donc, là, pour moi, ça illustrait le fait que, pour lui, c'était un problème de savoir qu'en tant que militaire, il n'avait plus de force politique sur laquelle compter pour ne pas faire de la politique. Et donc on disait, oui, mais quand même, oui, mais vous ne faites rien pour aider les politiques algériens à se développer, à se libérer, à s'affranchir. Ça, c'était un autre débat. C'était peut-être pas de son niveau-là, etc. Mais l'idée, c'était de dire, son intérêt, à lui, en tant que militaire, c'était qu'il y ait des partis politiques, même s'ils ne sont pas démocratiques, mais qui soient capables de gérer les affaires politiques. Le problème, c'est que quand il n'y en a pas, de leur point de vue, les militaires considèrent qu'alors là, c'est difficile. Alors, quand on regarde l'actualité, quand on voit en ce moment des personnalités que je respecte de façon importante, comme, sans donner de nom, pour pas, des gens qui aujourd'hui considèrent que le recours à l'Algérie, c'est passe par l'armée, c'est le retour de l'armée. On a des appels qui sont faits à l'armée. On se dit, c'est quand même incroyable aussi. Je veux dire, moi je ne suis pas, pourquoi pas, mais je me dis, c'est quand même incroyable de considérer que la solution d'un problème, qui est celui finalement de rendre compte de la gestion des affaires publiques d'un État, passerait par un appel à l'armée. Non, parce que là, il se heurte à un coup de force. Je veux dire, visiblement, il y a un clan qui veut imposer par force brutale quelque chose. Les gens, comme vous dites, ils appellent à l'armée parce qu'ils voient que la seule façon d'empêcher ce coup de force, c'est l'armée. Je ne sais pas s'ils ont tort ou non, mais c'est la réalité. Je veux dire, jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines, avant qu'il y ait des manifestations plus dans le truc, on voyait bien que la raison, je veux dire, on voyait bien que tout est fait pour imposer une solution absolument néfaste pour l'Algérie, et y compris pour l'armée algérienne. C'était non, je comprends l'argumentaire de ceux qui appellent. Imaginez que vous êtes militaire, algérien, et vous dites, ah bon, il faut qu'en plus, maintenant on nous demande de rentrer dans... Parce que c'est eux qui ont produit cette situation. Je comprends l'argument. Ce que je veux juste dire, c'est que, vous voyez la contradiction pour les militaires. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas directement le pouvoir, et que les affaires sont mal gérées, on leur dit, mais il faut venir. Et quand ils prennent le pouvoir, c'est un coup d'État. Donc il y a un vrai problème, parce que les militaires, ils ne vont pas être élus. Ils vont dire, mais moi je suis général, je suis colonel, je n'ai pas à rendre compte à un électeur de mon pouvoir. Vous me demandez de venir. On vient. Alors, on sait que dans l'histoire, prenons le personnage célèbre romain Cincinnatus. Voilà. Les affaires vont très mal à Rome, et on fait appel à un dictateur au sens positif du terme, qui vient pour restaurer l'ordre et la sécurité. Alors, Cincinnatus, on dit qu'il est resté 6 mois. Je m'en remets aux juristes. Moi, c'est ce que j'ai lu. Donc,
Je ne crois pas que quand on appelle un général pour sauver la cité, qu'il reste 6 mois. En général, une fois qu'on l'a appelé, il ne va pas partir, parce qu'il va considérer que le coût, pour lui, politique d'un tel investissement, c'est considérable. Ensuite, on va considérer qu'il faut qu'il reparte. Et faire repartir les militaires, c'est difficile. Donc, moi, je n'ai pas de réponse à ce que vous dites. Je comprends très bien. Il y a des clans, il y a des forces, etc. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que, véritablement, et pour dire honnêtement, j'en doute profondément, que faire intervenir l'armée dans le jeu politique soit la meilleure manière de gérer, de régler les problèmes politiques. Il faut trouver d'autres alternatives que celle de faire appel à l'armée. L'armée, c'est le degré zéro de la politique. Les militaires, sans les juger, c'est pas leur problème. Une fois qu'on les fait rentrer, extrêmement difficile de les faire sortir. Donc, vous savez, en Algérie, depuis 15 ans, tout a été... Les médias... qui travaille là-dessus. Alors je vais dire un petit peu en résumé ce qu'il en pense. Lui, il nous dit il n'y a pas de doctrine, disons, affichée. Il n'y a pas de corpus de documents qui permettrait de dire, comme on a un livre blanc de la défense, etc. Voilà, c'est l'Algérie de France, en termes de sécurité, et voilà, les moyens en œuvre pour régler ces problèmes. Mais s'il n'y a pas de corpus, s'il n'y a pas de doctrine, il y a des principes. Accepter, disons, discussion autour, disons, de la reconfiguration. Voir une approche ou une lecture que dit l'armée, au moins idéologiquement. Il y a sa revue, LGH, on a un certain nombre de propos qui sont ici, parfois d'entretien, de militaires qui sont donnés. À titre d'exemple, moi je donne par exemple depuis assez longtemps, je crois 3 ans maintenant, j'interviens au collège de l'OTAN à Rome. Où vous avez des Algériens, des militaires au niveau colonel, qui viennent faire des formations avec des colonels marocains, des colonels tunisiens, donc on a des échanges. Donc, vraiment, c'était beaucoup d'officiers qui arrivaient de Tamanrasset, donc on essaie d'avoir des échanges, de discuter. On voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de prises de position, au moins formelles, qui est de dire, voilà, nous sur ça, nous on ne va pas au Mali parce que le Mali est souverain. Pourquoi on va aller au Mali? On ne voudrait pas qu'on vienne en Algérie. Si demain on avait des problèmes au-dessus de l'Algérie, on ne voudrait pas que la Libye ou le Maroc ou l'Égypte viennent chez nous. Donc on ne peut pas aller au Mali. On voit que se dégagent des propos qui sont clairs par rapport à des principes. Mais ce n'est pas affiché comme une doctrine, donc, dans ce cadre-là. Donc l'autre aspect qui est intéressant aussi, qui est celui de son isolationnisme. Ça, c'est un point de vue qui est très juste, parce que beaucoup de partenaires algériens, notamment européens, considèrent que l'Algérie a quand même une vision régionale, voire internationale, très marquée par son isolationnisme. L'Algérie ne donne pas l'impression d'être un pays et nous on le voit concrètement dans beaucoup d'échanges académiques ou autres, un pays qui est ouvert, qui dit non, mais moi j'ai pas de problème en termes de perception régionale ou internationale,
j'ai pas de problème avec les échanges, mon environnement. On sent bien que tout est soumis à des contrôles, des procédures, comme s'il y avait quelque chose qui se cacherait derrière les moindres événements, comme si la moindre petite chose pouvait suggérer qu'il y aurait une attaque, une ingérence, un complot, on se dit, bon, parfois on n'arrive pas à comprendre, parce que c'est démesuré par rapport à l'enjeu qui est en question. On veut discuter d'un enjeu banal, mais on découvre que derrière cet enjeu banal, il y a une procédure administrative énorme. Et vous savez, c'est que ça qu'on veut faire. Ah oui, mais bon, c'est jamais. Donc ça, c'est quand même des indicateurs, disons, de méfiance. Et cette méfiance, quand on fait des entretiens avec des partenaires de l'Algérie, dans différents domaines, c'est ce qui ressort. Entreprises, politiques, diplomates, militaires, les Algériens sont très méfiants. J'ai en tête même un entretien qu'un journaliste britannique a fait avec un militaire britannique après l'attaque de In Amenas, notamment sur BP. Je résume vite fait, il disait comme ça, les militaires algériens c'est très bien, ils sont très professionnels, mais alors ils ont confiance en personne. Ils ont confiance en personne. Voilà, et donc il n'y a pas ce minimum qui permet de dire, je ne suis pas sûr de ce que vous me dites, mais on peut quand même travailler un minimum ensemble. C'est vraiment la méfiance. Et là on voit bien que, alors il faut faire attention parce que l'isolationnisme, il ne faut pas que ça débouche sur la paranoïa. La paranoïa, ça peut déboucher sur, disons, un sentiment maladif d'agression extérieure. Enfin, après, ça peut déboucher sur des tas disons, d'attitudes où à la fin, tout le monde est dans les suspects. De grandeur aussi. Et également de grandeur. Ça, c'est l'autre. On est isolé parce qu'on est les meilleurs. Voilà, ça c'est l'autre. Voilà, on est les meilleurs, on a tout de. Voilà, personne ne nous comprend. Et c'est pour ça qu'on est dans notre solitude, notre haute, disons, grande solitude. Donc ça, c'est vrai que c'est un certain nombre de problèmes qui sont posés. Alors, si, disons, je prends là aussi un petit peu en désordre par rapport à vos questions, disons, vous avez schématisé très justement ce que j'ai essayé de dire longuement, j'aurais dû le dire comme vous, ça aurait été plus rapide, disons. Est-ce qu'on peut l'appliquer aux questions politiques et notamment aux émeutes ou aux manifestations? Je crois que oui, on a beaucoup de collègues qui travaillent sur qui contestent en Algérie, et le constat qu'ils font, il est très clair, c'est qu'il y a un clonage, disons, une démultiplication des acteurs initiaux pour les discréditer, pour délégitimer, pour brouiller le message, pour ensuite faire en sorte qu'on ne sait plus à quelle structure on s'adresse. Je pense que c'est très juste sur le plan politique. Pourquoi on ne peut pas le faire dans le Mzab ou à Raddaya? Moi, mon sentiment, mais peut-être je peux me tromper, mais je crois qu'on est en train d'exploiter ce qui se passe à Raddaya comme un élément qui s'inscrit plus dans la culture de la peur que une collègue hier soulignait, qui consiste à dire attention, si on ne fait pas attention, voilà ce qui nous attend. Donc je le vois plutôt, donc c'est plutôt un incendie utile. C'est un incendie utile qu'on va peut-être, je ne dis pas entretenir, ça serait, mais qu'on n'est pas pressé d'éteindre. Parce que justement, il permet de dire le feu est dans la maison de partout. Ce qui est arrivé là, ça peut arriver là-bas, ça peut être là-bas. Les conditions sont de partout, capables d'être comme cela. Et ça renvoie à cette idée que on n'est pas encore suffisamment, entre guillemets, bien, disons, la prairie n'est pas suffisamment arrosée, humidifiée pour ne pas reprendre au niveau de l'incendie, mais que la moindre étincelle peut faire exploser, disons, à nouveau le pays. Donc ça, je le vois plutôt comme ce type d'argument que d'ailleurs, je le dis en toute honnêteté, certaines de nos politiques peuvent exploiter, y compris dans des démocraties, quand il y a des émeutes dans des banlieues, on met en avant la politique de sécurité, on matraque la population avec la peur de... Donc c'est aussi... c'est utilisé, exploité par d'autres. Là, le problème de Raddaya, c'est pas la même dimension. On parle de victimes, de morts, on est à un autre niveau donc, de problématique. Mais je crois que ça peut participer de cette vision-là, disons, un petit peu de construire et d'entretenir la peur. Alors, sur l'armée DRS, bon, moi, je n'ai pas d'éléments pour dire quoi que ce soit. C'est beaucoup plus facile pour nous, quand on analyse sur 10 années une politique, on a quelques éléments qui en ressortent.
sur une actualité aussi brûlante, honnêtement, ça serait prétentieux de ma part de venir vous dire, voilà, enfin, entre le DRS et l'armée, voilà ceci ou cela. Je lis comme tout le monde ce qui se dit, je lis comme tout le monde, je vois bien les escarmouches, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'à ce niveau-là, enfin, je dirais au niveau des acteurs dont on parle, enfin, parce que parfois on a l'impression qu'on parle disons de personnages, enfin, on parle quand même de structures extrêmement importantes dans l'État algérien. Enfin, on parle d'une armée, on parle d'un service de sécurité. Vous imaginez si demain en France ou aux États-Unis ou ailleurs on parlait de la DGSE, de la CIA, de l'armée, comme si on en parlait de footballeurs, bah oui, lui il est contre, il est pour. Enfin, il y a quand même derrière ça des structures, des financements, des dispositifs, des déploiements. Donc je ne pense pas qu'on peut réduire des affrontements de personnes à des affrontements aussi importants. Je crois que ce qui est en jeu peut-être, c'est, c'est au regard de la modernisation de l'armée algérienne, jusqu'où elle peut déployer, disons, ses compétences et ses prérogatives. Et c'est pas... D'autres pays sont passés par là. Tant que l'armée algérienne était très faible, ben, oui, les services étaient plus forts. C'est normal, parce que quand l'armée était faible, les services étaient plus forts. Il n'y a pas... Enfin, dès l'instant où l'armée algérienne, pendant 10 ans, s'est modernisée, professionnalisée, équipée, etc., on peut comprendre, d'un point de vue, je dirais presque, corporatiste, qu'elle demande à étendre ses prérogatives. Parce qu'elle a les moyens aujourd'hui. Mais on oublie un autre acteur en Algérie, dont on parle très peu, c'est la DGSN. La DGSN, elle ne dit rien. Mais elle a dit, pendant 10 ans, c'est aussi un corps de la sécurité de l'Algérie qui s'est considérablement professionnalisé et modernisé. Et sur le plan technique, on oublie de regarder les importations qui ont été faites de matériaux extrêmement importants en matière des coûts, de suivi, de contrôle de toute une série de facteurs. Et on oublie de rappeler que quand même, en février 2010, son directeur ici est assassiné dans son bureau. On n'a toujours pas d'explication. Enfin, toujours pas. On a quand même tué un des personnages les plus importants de l'État algérien. Vous imaginez, enfin, c'est comme si en France, le directeur de la DCRI était tué dans son bureau, et puis, on ne sait pas pourquoi, par qui, comment, enfin, c'est par qui, mais on ne sait pas pourquoi, quel motif exact. Bon, moi je crois que ce sont aussi des acteurs qu'il faut pas... On a beaucoup de médias qui nous focalisent sur la DRS, sur le DRS et l'armée. Il y a d'autres acteurs qui sont importants et qui disons, ne font pas d'actualité, qui, je crois, doivent être aussi, gardés à l'esprit, comme on a dit tout à l'heure avec les hydrocarbures, dans ce cadre-là. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je crois que, il me semble que oui. Donc on va prendre une dernière série de questions, on va passer dans sur l'unité maghrébine et la relation avec... Oui, j'étais plus dans un commentaire de votre part, excusez-moi. Donc, alors, oui, le constat que vous faites, qui est de dire le fait qu'il n'y ait pas d'union maghrébine, c'est les puissances extérieures qui en profitent. Déjà, ça, c'est le constat qu'on peut faire sur la région. Beaucoup d'économistes au Maghreb le font en expliquant que l'absence d'intégration régionale, c'est par exemple 3% de croissance en moins au Maghreb, d'une part. Est-ce qu'ensuite, disons, moi je ne vous suivrai pas si c'est ça l'idée, est-ce que les puissances étrangères, mettons la France, etc., ont un intérêt à ce que ça se traduise par cette situation? Non, moi j'arrive pas sur le plan, j'arrive pas à penser, à croire qu'on a un intérêt à ce que des pays ne marchent pas. Je crois qu'on a plutôt, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, etc., leur intérêt, c'est que l'Algérie, demain, c'est le Mexique du Sud, avec qui on fait des échanges, du commerce, on vend des produits, ils nous achètent de tas de choses. Moi, je peux me tromper, je ne vous dis pas que... Je vous donne mon opinion. Voilà, c'est mon opinion, c'est pas... je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un intérêt stratégique à entretenir des pays dans des situations dramatiques, etc., parce que finalement, au final, c'est plus... tout le monde y perd. Ce ne sont pas des jeux où on gagne, tout le monde y perd. Vous voyez, quand on regarde les relations algéro-françaises, je ne vois pas qui gagne. Je vois pas qui gagne. Tout à l'heure, vous citez très justement le pétrole. Si vous regardez des compagnies françaises comme Total, vous savez, elles ne courent pas en Algérie, elles ont plutôt envie de diversifier, parce que, comme justement, elles ne sont pas dans une situation à l'aise avec l'Algérie, personne n'a envie de se retrouver comme l'Ukraine avec la Russie, à dépendre d'un seul fournisseur.
Donc la France se dit on va aller de partout au Nigeria, en Russie, au Qatar, parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment entre guillemets, de confiance pour garantir un certain nombre de négociations aussi importantes. Alors qu'on a du gaz en face, du pétrole en face, de l'énergie solaire en face. Là, malheureusement, l'Ukraine demain peut-être achètera, vous imaginez, du gaz aux États-Unis ou à l'Europe, mais pas à son voisin russe. Ben, ça, c'est quand on en est arrivé au point où il n'y a plus du tout de confiance. Donc, moi, je ne crois pas qu'on soit là-dedans. En revanche, je pense qu'il y a de la part des autorités, notamment algériennes et marocaines, eu une exploitation diabolique, hein, disons-le, de la conflictualité politique idéologique, qui au final se traduit par des frontières fermées, des échanges économiques aberrants. Il y a quelques années, j'avais fait quelques enquêtes, disons, en Algérie, au Maroc et en Tunisie sur la non-intégration régionale. On avait publié ces enquêtes, elles sont en ligne toujours, dans un site qui est celui de Romesco. Et par exemple, un sondage on avait fait passer des questionnaires auprès de 100 personnes en Algérie, 100 en Tunisie, 100 au Maroc. Et ce qui ressortait de ces résultats, c'était que plus de 90% des gens sondés nous disaient qu'ils étaient favorables à une intégration régionale, à un parlement régional, à une libre circulation des personnes, et que pour eux c'était l'évidence, mais qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leurs autorités faisaient l'inverse de cela. Donc on avait un sentiment assez contradictoire dans ce cadre-là. Je voulais simplement revenir sur le paradoxe que vous aviez mentionné, c'est-à-dire un État qui, apparemment, a les atouts de la puissance régionale, que les grandes puissances poussent à jouer ce rôle, et qui en même temps entretient une zone grise dans ses frontières sud, y compris le Sahara algérien, qui est entouré de conflits de type libyen, enfin, de trous noirs, parce que je pense que la Libye est un trou noir aujourd'hui, une Tunisie qui a du mal à se stabiliser, mais qui est en train effectivement d'aller sur la bonne voie, et de l'autre, une situation, un pays qui investit, je crois que les chiffres avaient été donnés par le CIPRI que vous avez mentionné, investit des dizaines de milliards de dollars pour acheter des armes, et un pays qui n'aurait pas de doctrine. Alors, un pays qui se professionnalise, qui entretient des zones grises dans ses frontières, qui est poussé par les grandes puissances à jouer un rôle, qui n'a pas de doctrine, dans lequel apparaît récemment une lutte au sein de ces forces de sécurité entre l'armée d'une part et le DRS de l'autre, quelle explication peut-on donner à ce grand paradoxe? C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas derrière une lutte d'influence aussi des grandes puissances? On a évoqué les États-Unis qui soutiendraient plutôt la DRS, la France, l'armée, la Russie pour ses achats d'armes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'influence également de pays de petits neufs, mais qui sont des puissances financières comme le Qatar? Quel est le rôle du Qatar, par exemple dans la région du Sahel? Voilà, il y a un certain nombre d'éléments d'incohérence qui pourraient peut-être avoir des explications à l'intérieur même des luttes au sein du pouvoir algérien, et aussi des luttes entre puissances extérieures sur le rôle qu'il faut enfin, qu'on doit donner à ce pays. Ça, c'est vraiment étrange. Il y a peut-être des grilles de lecture à faire. Donc on va prendre d'autres questions de l'autre côté. Juste une question de poursuivre. Pardon, c'est Amine. Poursuivre ce qui a été dit à l'instant, j'aimerais vous poser deux questions. J'aimerais savoir si vous pouvez nous éclairer sur les motivations stratégiques de la France dans l'intervention libyenne. Et j'aimerais aussi savoir si vous savez, plus que ce que rapporte la presse de façon confuse, sur le rôle des uns et des autres, je pense à la DRS, à la gendarmerie, etc., dans la gestion de l'affaire de Tigre. Merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre
Désolé, monsieur Martinez. Donc, monsieur Ouad Dareski, je suis chercheur en biologie. Oui, donc par rapport au groupe qui a attaqué ANM, vous avez dit que c'était plutôt une dimension régionale avec 11 Tunisiens, mais n'oublions pas qu'il y avait 2 Canadiens. Donc ma question est la suivante, ne pensez-vous pas que ce ACMI, en faisant allégeance à Al-Qaïda, a pris plutôt une dimension internationale? Une deuxième question, donc ces dernières années, nous avons vu qu'il y avait une dimension totale de la société civile, et notamment des intellectuels, et le peuple algérien se réveille de jour au lendemain en disant en faisant appel, en voulant un changement et en faisant appel à l'armée. N'ayons pas la mémoire courte, nous savons tous que l'armée algérienne a arrêté le processus électoral, mais n'a jamais su trouver une solution, n'a jamais su apporter des solutions. Merci. On va en prendre une dernière question et on va laisser M. Martinez répondre. Bonjour, je suis étudiante. Donc moi, ma question c'est qu'est-ce que évoque pour vous justement la proposition de Bouteflika lors de la dernière visite de John Kerry? Il lui demande, voilà, justement par rapport à cette région du Sahel, donc la coopération ensemble, il dit nous avons besoin de renseignements à temps réel. Donc, est-ce que ça ne serait pas... quelle lecture faites-vous de cette proposition? Est-ce que ça ne serait pas justement une volonté de récupération justement du monopole de cette région-là, puisque après l'intervention de la France, vous avez dit lors de votre exposé que l'Algérie avait perdu justement son avantage dans cette région. Merci. Merci beaucoup pour les questions et remarques. Par rapport à l'énigme finalement que vous soulevez, je pense que la réponse elle dépend un petit peu de l'approche que l'on a et je dirais du regard que l'on porte sur l'Algérie. Moi il me semble qu'un des regards qui me permet de lire un certain nombre d'événements en Algérie, c'est celui qui consiste à analyser l'Algérie non pas comme des clans, des conflits de personnes ou des logiques on va dire, violente à l'intérieur d'un appareil, mais beaucoup plus de raisonner en termes de groupes d'intérêt. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est que l'Algérie, comme d'autres pays, est constituée de groupes d'intérêt, et que ces groupes d'intérêt sont, par définition, hétérogènes, multiples. On a des militaires, d'une part, on a des acteurs économiques, syndicaux, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, on a des acteurs médiatiques, etc., et qui donc, en fonction de toute une série de contextes, peuvent être au service d'une cause, quelle qu'elle soit, en fonction du contexte. On peut être journaliste et être très proche de l'armée et des services parce qu'on estime que l'Algérie est menacée, quand elle est plus menacée, on est opposé à ces mêmes militaires, etc. On peut être un entrepreneur qui dénonce le socialisme et qui, dès que le socialisme est aboli, exige des subventions de l'État pour sauver son entreprise. Donc, tout ça, si vous voulez, ça peut paraître assez cohérent, mais dès l'instant où on fonctionne en termes de groupe d'intérêt, il me semble que ce qui est en jeu, c'est le fait qu'on partage, je crois, une conviction. D'abord qu'on est, les détenteurs d'une autorité dans un domaine respectif, armée, société civile, administration, patronat, etc. Parce qu'on estime qu'on est mieux placé pour différentes raisons, pour administrer, gérer cette situation-là. Deuxièmement, que ces groupes d'intérêt considèrent que, à tort ou à raison, sans entrer dans ils considèrent à tort ou à raison que finalement il n'y a pas d'alternative préférable à leur organisation, de la société civile et politique algérienne. Et puis troisièmement, qu'ils sont, victimes de complots divers et autres qui renforcent leur solidarité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va se demander, mais comment ça se fait qu'il y a tous ces problèmes? Ces émeutes, ces contestations, ces propos entre les uns et les autres. Bien parce que comme dans tout groupe d'intérêt, il y a en fait des lobbies. Dans tout groupe d'intérêt, il y a des lobbies. Et ces lobbies utilisent, des mécanismes pour être influents au sein du groupe d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fonction de l'histoire de l'Algérie, on arrive un peu à cerner cela. Quand on regarde l'Algérie des années 70, on voit bien que l'armée est dans le groupe d'intérêt qu'on va appeler dominant en Algérie, le leadership. Il est là-dedans. Et puis dans les années 80,
Bon, mais l'armée, il y a un petit retour de l'administration, du parti, etc. Il y a des négociations, 86, on veut s'arranger, parce que l'armée considère qu'après tout, elle a ce qu'elle veut, pourquoi elle va en avoir plus? Elle laisse rentrer d'autres représentants de nouveaux groupes d'intérêt, parce que l'Algérie fait appel à différentes structures régionales, locales, qui intègrent. Les années 90, très clairement, c'est le DRS, les services, on va dire, à l'intérieur de ce groupe-là, qui est dominant, parce que ce qui est en jeu, c'est pas de sauver les intérêts de ce groupe, c'est de sauver l'Algérie. De son point de vue, je ne vous dis pas que c'est juste vrai, etc. Arrivent les années 2000, et là on voit bien que tout est remis sur la table. On sort d'une guerre civile, les finances sont à plat, les entreprises sont en faillite, le syndicalisme est discrédité, la société civile est meurtrie par tout ce qui s'est passé, tout est sur la table. Et là, on a une course au leadership qui va durer 14 ans. Entre une présidence qui se reconstruit, et qui dispose de 2 ministères qu'elle va fortifier, grâce à l'énergie, le pétrole qui repart et qui réinjecte toute l'administration, on recrée des partis politiques, RND, on crée des représentants, on diffuse de nouveaux médias, on crée des universités pour avoir des intellectuels qui vont apporter tout ça. On repart à l'assaut du leadership. Et puis à côté, on a une armée qui, elle, dit oui, mais l'armée, moi aussi j'ai besoin d'argent. Eh bien, on n'avait pas de dépenses, 1,5 milliard de dépenses au début des années 2000, 10 milliards à la fin des années 2010, ça devient un gros lobbyiste à l'intérieur de l'État algérien. On a une police qui dit, moi j'étais maltraité pendant les années 90, je veux 200 000 hommes et je suis la DGSN et je veux les écoutes, du matériel et je monte. On a un patronat qui était littéralement en faillite, qui se retrouve dopé par les revenus pétroliers et qui maintenant dit, non, mais quand on le regarde attentivement, tous ces marchés dépendent des appels publics. Donc en fait, tout cela se retient, et ce qu'on voit, moi, me semble-t-il, se mettre en jeu, c'est quel leadership dans cette rivalité. Et ensuite, on a des alliances, contradictoires parfois. Par exemple, on va avoir, dans ces groupes d'intérêt, des personnalités politiques, administratives, qui vont faire appel à un acteur pour venir renforcer leur position. Et un autre acteur, parfois c'est des alliances, on ne s'y attend pas. On n'attend pas qu'on appelle tel acteur à la rescousse, mais parce qu'à l'intérieur de ces groupes d'intérêt, chacun essaie de nourrir des partenariats, des alliances, pour permettre ce qu'on observe ailleurs également, du lobbyisme, c'est-à-dire être le leader dans la structure. Le problème, c'est quand on n'est pas dans la structure, quand on n'est pas dans le groupe d'intérêt. Mettons qu'on fait partie de ces 70-80% d'Algériens qui n'ont pas de mécanisme pour faire entendre leur voix. Alors, on est soit dans l'abstentionnisme, l'isolement, l'exclusion, etc., la contestation. Et puis, les groupes d'intérêt ne sont pas idiots. Ils comprennent bien que si ils ne distribuent pas des services, ça va poser un problème. Lorsque, en France, on fait l'État-providence après 1945, c'est parce que les communistes exigent que l'État prenne en soin la contestation, la blessure de la France, pour que tout le monde se calme. Donc là, on va distribuer des services en se disant, plus on distribuera, moins ils contesteront. La difficulté aujourd'hui, c'est pas tant dans la distribution, c'est pas ça qu'on conteste en Algérie. Ce qu'on conteste aujourd'hui, je ne connais pas de gens qui manifestent en disant j'ai trop reçu d'argent dernièrement. On m'a trop donné, c'est pas normal que les crédits soient gratuits à taux zéro, c'est pas normal qu'on me donne tant d'argent pour faire une maison, c'est pas normal qu'on me donne tant d'argent pour faire une entreprise. On n'en voit pas beaucoup, des personnes qui manifestent pour ça. Ce qu'on voit se mettre en jeu, c'est beaucoup plus qui va avoir le leadership en Algérie autour, disons, de l'appareil symbolique d'État qu'est la présidence. Et on voit bien que comme biologiquement le président, eh bien, il est arrivé au terme de sa vie, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est un immortel, il est arrivé au terme biologique de sa vie. Il y a un enjeu depuis 2010, et pas depuis 2013 ou 2014, depuis 2010, il y a un débat pour savoir comment on va placer autour de la présidence, parce que c'est devenu dans l'appareil d'État une structure importante. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Algérie. Il y avait une question sur la motivation stratégique de la France par rapport à l'intervention en Libye. Alors, c'est une excellente question parce que moi je n'ai pas la réponse. Je vous dis cela parce qu'on aimerait et on encourage à des travaux de recherche là-dessus. C'est une énigme pour nous. Pourquoi, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a eu un changement aussi rapide vis-à-vis de la Libye de Kadhafi. La Libye de Kadhafi avait été dans ces dernières années
accueilli comme un partenaire, un allié, un ami. Kadhafi était venu à Paris, il avait été amené, on lui avait fait la promenade, disons, dans tous les lieux qu'il souhaitait faire. Les relations étaient excellentes à ce moment-là. Et donc, très peu ont compris. Excellente, trébuchante, vous voyez, c'est ce qu'on avait cru. Quand on regarde les contrats, il n'y en a pas eu tant que ça. On avait cru qu'elle serait trébuchante. Kadhafi a été très habile. Il a fait croire aux uns et aux autres qu'il allait tout leur acheter. Et finalement, il n'est pas passé à l'acte à ce niveau-là. Alors pourquoi finalement, pourquoi on s'est retourné contre un allié qui était si proche? J'ai deux hypothèses, voire trois, mais je n'ai pas d'éléments pour dire quelque chose là-dessus. La première, c'est qu'il y a eu peut-être, disons, un affolement diplomatique, disons-le comme cela, qui a consisté, au moins pour la France, à considérer qu'on risquait d'être à côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'alors que les sociétés se mettaient à contester, bien nous, peut-être, on serait resté attachés à une région d'Afrique du Nord dominée par des régimes autoritaires que l'on soutiendrait. Rappelez-vous l'épisode de la Tunisie, lorsque la ministre de l'Intérieur, en pleine manifestation, expliquait qu'il y avait un savoir-faire français en matière de gestion des émeutes et de manifestations, etc. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était qu'il y avait une révolution en Tunisie, et qu'est-ce qu'on en faisait? On la soutenait ou on ne la soutenait pas, mais il ne s'agissait pas d'exporter notre savoir-faire en matière de gestion des émeutes. Donc là, la Libye, on a bien compris que si la Libye basculait dans un phénomène de type révolution démocratique ou autre, il ne fallait pas être associé à Kadhafi. Parce qu'une grande partie de l'histoire de la France des années 80 et 90, c'était de dire qu'elle avait soutenu des dictateurs africains et que finalement on avait souvent fait le procès de la France en Afrique et que peut-être vis-à-vis du monde arabe, il y avait une opportunité de changer ce fusil. Le problème, c'est que c'est un risque. On est en risque parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, comme dans toute révolution. Vous ne savez pas si c'est la démocratie qui va en déboucher ou si c'est la guerre civile, la violence, l'implosion de l'État, etc. Deuxième hypothèse, également importante, c'était que la Libye, disons, pour la France, ce n'était pas un grand partenaire économique. La Libye revenait sur le devant de la scène, mais le vrai partenaire de la Libye, c'est l'Italie. C'est le premier partenaire de la Libye, c'est l'Italie sur le plan gazier, pétrolier, commercial, etc. Donc il y avait peut-être une occasion pour la France d'essayer de, comme la Libye, l'Italie, elle, ne voulait pas faire la guerre à la Libye. Pourquoi Berlusconi ne voulait pas faire la guerre? Parce qu'il venait de signer un traité d'amitié avec Kadhafi. Donc c'est quand même difficile de signer un traité d'amitié avec Kadhafi, et quelques années après ou quelques mois après, aller le bombarder. Donc Berlusconi était extrêmement gêné. Donc la Libye a seulement mis au service de l'OTAN les aérodromes, en quelque sorte, militaires, pour pouvoir utiliser ces avions de combat. Donc la France pouvait avoir un intérêt économique à imaginer, disons, un positionnement. Troisièmement, il ne faut pas l'oublier, la Libye a toujours été pour la France un pays assez lointain, assez méconnu, dans lequel finalement les représentants français ont rarement été en situation d'influence. La Libye a été une colonie italienne, n'a pas été une colonie française, on ne parle pas le français. C'est un pays assez, disons, assez étranger, je dirais, pour la France. Or, le fait d'avoir, disons, un Conseil national de transition qui était soutenu par la France, ça permettait à la France de participer à une Libye nouvelle, peut-être démocratique, dans le cadre d'une révolution. Aujourd'hui, à Benghazi encore, vous avez l'avenue Nicolas Sarkozy. On n'aurait jamais imaginé en France qu'une avenue s'appellerait par un nom de président français. Enfin, c'est bon, ben voilà, vous allez à Benghazi, les gens vous diront on est heureux, ravis, on vous remercie d'avoir empêché l'armée libyenne de venir nous bombarder à Benghazi, parce que sinon, on serait peut-être aujourd'hui comme à Alep ou comme en Syrie, c'est-à-dire on serait oublié des médias et bombardé tous les jours par l'armée de Kadhafi. Donc, pour les populations de Benghazi, c'est quelque chose de positif. Mais en toute sincérité, je n'ai pas d'éléments tangibles, j'ai que des hypothèses. C'est aussi une question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre exécutif pour comprendre le changement. Et j'ai été bon dans les réponses, donc disons, je vais reprendre. Alors, sur, disons, moi, j'ai pas de réponse sur, disons, une menace sur le plan sécuritaire.
je lis aussi, j'essaie de comprendre ce qui se passe, mais je n'ai pas de réponse sécuritaire là-dessus, donc je ne sais pas quoi vraiment pouvoir dire, si ce n'est que, disons, ça me semble être un événement extrêmement, disons, dramatique du point de vue, bien sûr, humain, mais aussi d'un enjeu sécuritaire important. C'est-à-dire, c'est comme si, à ce moment-là, on a le sentiment qu'on ne sait pas qui est en charge de la sécurité de sites pétroliers aussi complexes, comme si finalement il n'y avait pas cette cohésion, ce consensus sécuritaire pour réagir à ce type, disons, d'événements. Après, il y a d'autres hypothèses, mais que je ne préfère pas, disons, évoquer ici dans ce cadre-là. Donc, disons, sur le plan de l'ACMI, qui est devenu international, oui, je crois que depuis une dizaine d'années, l'ACMI a pris une dimension internationale. Vous avez mis des Canadiens, mais il y a vraiment toute une série de populations là-dessus. Comme je l'ai dit au début, l'ACMI, ça fait très longtemps que c'est plus du tout une menace pour l'Algérie du point de vue sécuritaire. L'ACMI, c'était presque, je dirais, un partenaire ou un ennemi complémentaire. C'était plus du tout une menace pour l'Algérie. Et ça, c'est le reproche qu'on va faire à l'Algérie, c'est-à-dire de ne jamais avoir été au bout de sa logique, de dire que l'ACMI est une menace, et de ne jamais avoir rien fait pour pouvoir vraiment combattre l'ACMI. Voire même, l'opération Serval va révéler autre chose. Qu'il y avait des liens, des opérations, des contacts, des relations. Donc on n'est pas du tout dans... Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi sur la gestion, la capacité de gérer ce type, disons, de conflits, disons, enfin, de menaces à ce niveau-là. Alors j'ai mis coopération, mais j'arrive plus à me relire, coopération en temps réel. C'est parce que... Avec les Américains. Ah oui, avec... Voilà. Alors, moi, je ne suis pas sûr que la visite de John Kerry signifie qu'il vient soutenir le DRS et que l'armée s'est validée. En toute sincérité, ça me paraît des lectures quand même assez radicales et schématiques. Je pense que, du point de vue des États-Unis, l'Algérie, bien sûr, c'est un pays majeur, important, sécuritaire, énergétique. Enfin, on ne voit pas une administration américaine ne pas faire attention à l'Algérie. Pas plus que ne pas faire attention au Maroc ou ne pas faire attention à l'Égypte. Enfin, ce sont quand même des pays... Maintenant, du point de vue des États-Unis, ce qui peut primer, c'est, disons, quelles sont les préoccupations de l'Algérie aujourd'hui et quelle convergence il peut y avoir avec les intérêts américains. C'est-à-dire, finalement, il y a un problème sécuritaire dans le Sahel, il y a un problème sécuritaire dans le sud de la Libye. Qu'est-ce que l'Algérie a à dire et veut faire et comment elle peut le faire? Si l'Algérie dit son besoin, c'est un besoin technologique, d'informations satellitaires, d'informations... Il est clair que c'est une excellente chose, mais je ne suis pas sûr que ça va aller au-delà de cela. Reste ensuite à voir, moi, me semble-t-il, du point de vue beaucoup plus politique, c'est est-ce que la coopération militaire va s'établir avec l'armée algérienne en tant que telle, et que progressivement on va ramener les services algériens à une coopération peut-être plus, disons, humaine, sur le plan informatif. Oui, là, il y aurait des informations qu'on pourrait voir. Mais ça me paraît précoce, beaucoup trop tôt pour dire cela. Quant à la France, je crois qu'il me semble elle a d'excellentes relations avec l'Algérie. Enfin, jamais, je pense, il y a eu d'aussi bonnes relations avec l'Algérie que depuis ces 2 dernières années, tant sur le plan économique, militaire, sécuritaire. Donc je vois mal, du point de vue français, jouer un jeu, disons, armé contre service. Ça n'a aucun sens. Du point de vue français, l'intérêt, c'est d'avoir de très bonnes relations avec l'Algérie, parce que l'Algérie est stratégique pour la France au niveau du Sahel. C'est stratégique d'avoir une bonne coopération. Si l'Algérie a une mauvaise relation avec la France, c'est inquiétant pour la France au Sahel, d'une part. D'autre part, du point de vue économique, vous voyez bien, la première visite de Hollande, c'est quand même à l'Algérie. Ça veut dire aussi qu'on a envie que l'Algérie devienne un partenaire commercial important. Donc on n'est pas du tout, il me semble, dans ce type de logique. Ce qui est en jeu plutôt, c'est, moi je crois encore une fois, c'est comment à l'intérieur de ce groupe d'intérêts, quelle est la place demain pour le DRS dans une Algérie, disons, qui peut-être voit émerger de nouveaux groupes d'intérêts. Et ça ne serait pas la première fois que, disons, regardez la Turquie contemporaine, actuelle. Aujourd'hui, on fait des procès à des militaires turcs. Parce qu'on pense que dans la construction politique turque, on peut se permettre de faire cela. Ça aurait été impensable il y a 30 ans.
impensable. Tout simplement, vous voyez, parce qu'entre-temps, il y a d'autres acteurs qui viennent renforcer ceux qui, à l'intérieur de l'appareil politique et administratif turc, pensent que c'est tout à fait faisable. Donc, je pense que les procès sont une bonne manière de mettre à nu des changements de rapport de force. Je crois que le jour où on aura des procès en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie sur, encore plus en Algérie, sur des représentants de ces groupes d'intérêt, qu'ils soient militaires ou autres, ça c'est un élément important parce que ça nous donne une information sur la capacité politique d'utiliser la justice pour renégocier des rapports de force. Moi, il me semble qu'on en est encore très loin. Peut-être que je me trompe. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci. Je tiens à remercier au nom de l'ACDA M. Martinez d'avoir partagé avec nous son analyse et son expertise. J'espère qu'on aura l'occasion d'organiser d'autres rencontres avec lui pour aborder d'autres points qu'on n'a pas eu suffisamment le temps d'aborder aujourd'hui. Et juste avant de finir, je vais donner la parole à un partenaire de l'ACDA, M. Maïdine Chervik du FADI, qui fait partie du comité préparatoire du Forum social maghrébin. Donc je lui donne la parole. Je voudrais juste, pour les amis là, si vous voulez laisser, pour avoir de l'information sur les activités de l'ACDA, ceux qui sont venus en retard, de laisser votre mail. Voilà. Et donc, je vais aussi de donner la parole. C'est passer aux actes, si j'ose dire, de notre travail de l'ACDA. Construire un point de vue sur ces questions géostratégiques dans le cadre d'échanges du Forum social maghrébin. Des analyses, mais aussi un certain nombre d'étudiants. C'est à ce titre-là que l'ACDA participe à au prochain Forum social maghrébin qui doit se dérouler à Monastir du 18 au 20 avril. J'espère qu'au retour, on aura une occasion de parler. Voilà. Oui, merci. Effectivement, nous, on participe de l'immigration. On essaie d'impulser ce travail qui dure maintenant depuis une dizaine d'années au niveau de la société civile intermaghrébine, donc au niveau du Maghreb. C'est pour un autre Maghreb, disons, pour le Maghreb des peuples. Et ces questions-là, effectivement, que vous évoquez, que ce soit sur le plan économique, le coût du non-Maghreb, que ce soit pour aujourd'hui, surtout la situation aujourd'hui, si on prend le cas de la Tunisie, tunisien, donc c'est très important. Et nous, on n'a pas cessé depuis ces 10 dernières années à les évoquer, à les mettre dans le centre de notre action. Par exemple, nous, au niveau du 3e forum sur la question forum climatique et les questions migratoires, c'est les migrations. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a d'autres problèmes, de nouveaux problèmes au Maghreb, dans les 3 pays, dans les 4 pays, dans les 5 pays du Maghreb, de la Mauritanie jusqu'à la Libye, c'est la présence de populations qui venaient du sud et qu'on essaie de ne pas voir, ou de faire la myopie, puisque cette migration qui est une migration de transit, donc qui partait du sud subsaharien, du sud du Maghreb, vers les pays du Nord, mais qui a tendance à s'installer de plus en plus. Et depuis un certain nombre d'années, nous travaillons sur cette question-là pour faire prendre conscience aux sociétés civiles qui doivent prendre à bras le corps ce problème-là, que ce soit au niveau des, par exemple, à Monastir, on va parler et revendiquer des politiques maghrébines sur la question des migratoires, donc migration. Ça commence au Maroc. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a une opération de régularisation au Maroc qui a commencé il y a 3 mois. Donc, c'est un début de ce que nous revendiquons comme politique maghrébine dans chaque pays au niveau pour s'occuper de ces questions-là. On a un phénomène aujourd'hui qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question du racisme qui explose dans les pays du Maghreb. Il est encore plus féroce que ce que nous constatons ici, nous, migrants en Europe, ce que disent les subsahariens, et même pas seulement les subsahariens. Par exemple, nous en Tunisie, on a un problème de citoyenneté et de l'égalité entre citoyens sur les questions des Tunisiens de peau noire.
c'est-à-dire du sud de la Tunisie. Dernièrement, il y a eu une marche pour l'égalité en Tunisie. Donc, tout cela, ça a explosé juste, par exemple, pour la Tunisie après la Révolution, puisque les langues sont déliées, il y a une certaine liberté, mais il y a l'autre version de la liberté, c'est aussi que les gens n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent parfois c'est atroce, vis-à-vis de ces populations, et même parfois il y a des actes de ce type-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a, dans les trois pays, si on parle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, aucun dispositif législatif ou judiciaire pour faire face à ce phénomène-là. Il y a aussi un problème qu'on a toujours évoqué au deuxième forum, même on a mené une action, une manifestation sur la frontière algéro-marocaine pour revendiquer l'ouverture des frontières, ce que vous avez évoqué. Mais nous considérons la question des frontières n'est pas aussi simple que ça. L'ouverture des frontières, aujourd'hui, on constate que, par exemple, sur les frontières algéro-tunisiennes, il y a de nouveaux problèmes. Il y a une mafia de groupes terroristes qui s'installent sur les frontières, qui en profitent de ces frontières-là. Donc ces questions-là aussi nous préoccupent et nous avons les poser, en plus des questions pendant à Monastir, des questions de politique nord-sud sur la question migratoire, c'est-à-dire que, par exemple, dernièrement, l'Europe est en train de proposer aux pays du Sud des accords de mobilité en allégeant un peu la facilitation pour un certain nombre de catégories de la population pour aller venir dans les deux en Méditerranée, c'est-à-dire dans les deux rives, mais encore en renforçant les politiques sécuritaires migratoires, c'est-à-dire en transférant toutes les compétences de contrôle des migratoires vers les pays du Sud, et ça, ce que nous ne voulons pas. Et voilà, ce sont des questions que nous allons Vivienne et de France. Et tout cela, c'est dans le cadre de la préparation. Vous savez que le Forum social mondial, encore un deuxième Forum social mondial, 2015, va se tenir en Tunisie. Et donc, on va le préparer. Nous sommes tous en préparation dans ce forum-là, c'est un forum qui se passe en Tunisie, mais c'est un forum qui est porté par la société civile maghrébine. On essaie de préparer, de constituer une société civile maghrébine agissante, solidaire au niveau des questions que se posent soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. Aujourd'hui, la question, comme elle est posée sur la question de la démocratie, liberté d'expression, liberté de manifester en Algérie, on a vu qu'il y a des manifestations qui sont encore timides, mais que ce soit au Maroc ou en Tunisie, de solidarité avec les acteurs de la démocratie en Algérie. Voilà, merci. On aura une réunion à la suite des résultats du Forum social mondial. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent recevoir les informations de l'ACTA, de vous inscrire, de donner votre mail